je vous propose de porter un regard peut-être plus analytique sur ce qui devait être au début deux édifices particuliers, ne sera qu'un seul, parce qu'effectivement je vais laisser bien sûr le temps à mes collègues. Donc je vais en tout cas essayer d'analyser la caserne des pompiers de Zahadid qu'elle a construit à Vitra, donc qui est l'entreprise, vous savez, qui diffuse, qui produit énormément de mobilier design en Allemagne, tout près d'ailleurs où j'habite. Je voulais aussi vous présenter le terminal multimodal de Heunheim, de cette même architecte, mais finalement je vais juste peut-être vous montrer une ou deux images pour en tout cas conclure sur cette question du design de l'intranquillité. Alors on verra que ces architectures vont dévoiler une architectonique qui est induite par l'intention programmatique, qui de loin de réduire à l'abri ou à un havre de paix, nous renvoie plutôt au chaos de notre monde, à son instabilité et probablement à l'intranquillité de notre séjour. Pour bien comprendre les enjeux créatifs de Zahadid, il me semble nécessaire de donner un très bref éclairage sur le déconstructivisme qui mériterait sans doute bien une heure de débat ou de discussion, mais que je vais essayer d'aller à l'essentiel au risque, bien sûr, de la caricature. Alors ce terme et ce mouvement est apparu en 1988, en tout cas c'est formalisé à ce moment-là, notamment suite à l'exposition Architecture déconstructiviste qui a été organisée par Philip Johnson et Marc Dubé au MoMA de New York. Et cette manifestation introduisit également le concept dans l'architecture. C'est finalement eux qui ont dénommé ce mouvement à ce moment-là. À cette occasion furent présentés les travaux de 7 architectes, que vous voyez là sous vos yeux, et qui apparaissent comme les principaux représentants, en tout cas, de ce nouveau courant, à savoir Frank Gehry, je pense que vous connaissez tous, Daniel Libeskind, Raymond Blas, Peter Eisenman, Zahadid, dont nous parlerons plus en longueur, Bernard Tchoumi et le groupe Himmler. Donc ce mouvement avait pour ambition de créer un dépassement dans la manière traditionnelle de faire et d'engager la complexité en architecture. Il s'agit vraiment d'une remise en cause des fondements historiques de la conception, en rupture avec la logique des conventions architecturales telles que l'harmonie, l'unité, l'ordre, la symétrie, la stabilité, l'équilibre. Finalement, ces architectes se disaient, ça fait plus de 2000 ans qu'on conçoit, même peut-être plus que 2000 ans, qu'on conçoit l'architecture toujours sur les mêmes principes. Or, la société a changé. Pourquoi serions-nous toujours dans la même posture conceptuelle? Pourquoi est-ce qu'on n'inverserait pas les choses? Donc, avec une remise en cause, bien sûr, de ces grands principes, je dirais presque vitruviens. Donc, à l'image de la société, et vous l'avouerez, c'est pas vous qu'on dira le contraire qu'elle est complexe. Vous savez quelque chose, je pense qu'on est né au quotidien. Le déconstructivisme revendique justement l'instabilité, le chaos maîtrisé, la fragmentation, le processus, la géométrie non euclidienne. Il tente, ce mouvement, de mettre en scène cette interrogation sur le monde contemporain à travers un jeu architectonique entre les constitutifs de l'architecture et de penser une relation nouvelle entre, justement, ce qu'on définit en général comme étant les constituants de l'architecture, à savoir la structure, le mur, l'enveloppe, la partition, l'épaissement. Donc cette nouvelle relation va être déployée et reconfigurée à chaque nouveau projet. Chaque projet, effectivement, sera pour les déconstructivistes et pour ceux qui connaissent Peter Eisenman. Vous avez par exemple, Peter Eisenman parle de House 1, 2, 3. Donc il numérote comme ça les maisons. C'est pas uniquement par singularité artistique, mais bien parce qu'il y a effectivement le 2 est la suite du 1, le 3 est la suite du 3. Il y a une forme de continuum, de continuité. Donc, cette question du projet de l'invention nouveau, c'est ce que j'appellerais un peu un projet qui est toujours à l'œuvre. Hein, c'est-à-dire qu'on tient toujours compte du précédent pour ensuite engager le projet suivant. Alors, cette idée du projet toujours à l'œuvre, on trouve son parallèle dans la théorie du philosophe français Jacques Derrida, à qui il faut rendre hommage, parce que c'est lui finalement qui est l'inventeur de la déconstruction dans le domaine de la philosophie. Alors ce dernier,
faire une parenthèse. J'espère qu'il n'y aura pas trop de philosophes dans la salle, parce que bien sûr, je vais en être très bref. Alors, le travail du philosophe est une pensée qui déconstruit. Vous pouvez vous en rendre compte. Très souvent, un philosophe étudie les textes fondateurs, Aristote, Hegel, Kant. Et puis, à partir de ça, donc il déconstruit ces textes pour reconstruire le sien. Et donc, c'est Jacques Derrida qui a été, en tout cas, le penseur de ce discours philosophique et de cette idée de fonction de commentaire interminable où, je le cite, où la signification est sans cesse différée. C'est que la chose n'est jamais arrêtée, mais toujours suspendue. Et finalement ne viendra que dans un second temps. Le travail du philosophe est donc une pensée qui déconstruit pour reconstruire le sien sans cesse. Et finalement, les déconstructivistes, qui étaient assez proches, en tout cas pour Peter Eisenman et Pierre Boccioli, de cette pensée philosophique, ont considéré que finalement le projet, comme le texte était suspendu, le projet pouvait toujours être à l'œuvre, justement. Ils avaient en tout cas élaboré une pensée un peu différente par rapport à cette posture philosophique. Alors, je vais essayer de décrire rapidement, mais ne prenez pas cela pour de l'argent comptant, mais je vais vraiment essayer de décrire rapidement quelques traits génériques qu'on peut retrouver dans la conception des constructivistes. Donc, je dirais c'est d'abord une attitude. C'est une attitude qui prend le contre-pied, qui prend vraiment le contre-pied de ce qui était précédemment en vogue et en règle. Alors, c'était une attitude qui déforme, qui déstructure, qui dérègle pour élaborer une nouvelle écriture. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce projet de Couper-Blau, l'architecte opère une déformation de la géométrie euclidienne. C'est vraiment une position vraiment critique. Encore une fois, je vous le rappelle, c'était pour être non seulement en contradiction avec la tradition architecturale, mais aussi pour être dans l'esprit du moment, qui était effectivement de dire que finalement, le monde n'est pas dans une stabilité aussi grande, et que pourquoi est-ce qu'on ferait des édifices avec une stabilité certaine? Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas à travers l'architecture une forme d'instabilité, mais qui finalement, la suite des instabilités crée aussi une forme de stabilité? Mais encore une fois, je parle à un peuple qui connaît ça. Donc l'architecture opère une déformation de la géométrie euclidienne. Elle prend ses distances avec la structure de l'architecture classique et moderne. Et elle s'éloigne des codes, des règles, des canons habituels de l'architecture. Donc, bien sûr, vous avez compris que ce mouvement s'écartait très fortement des jeux de composition, de proportion, qui étaient monnaie courante dans certains moments, en tout cas, de l'académisme. Et bien sûr, ce mouvement refuse toute règle de cohérence et de rigueur. Les traits récurrents de ce mouvement sont généralement liés à la présence de l'oblique. Mais encore une fois, ne pensez pas que chaque fois une oblique c'est du déconstructivisme, mais voilà, on peut quand même dire que quand il y a de l'oblique, quand il y a de l'instabilité, quand il y a de l'irrégularité, quand il y a de la fragmentation, et quand il y a de la disharmonie dans les rapprochements de formes, et quand on utilise les matériaux de manière antidogmatique, je vais peut-être faire sursauter mon collègue spécialisé dans ces domaines-là. Vous voyez, par exemple, on a l'impression que le bâtiment de Couper-Blau, qui est un cinéma, on voit très bien que la question du non fini, du bâtiment presque inachevé, est réellement présente dans cette image. Quelques mots sur Zahadid. Peut-être il est inélégant de rappeler son âge. En tout cas, elle est née en 50, si on va le faire le calcul. Elle est d'origine irakienne, elle a fait ses études au Liban, et elle travaille à Londres. Alors, je serai un peu plus précis sur ce que moi je relève, en tout cas, chez cet architecte. Et selon moi, elle propose vraiment une investigation nouvelle de l'espace architectural, dans lequel elle cherche à trouver une nouvelle continuité. Elle donne pour la conception de ces espaces une image assez belle, je trouve, c'est un peu une métaphore. Elle dit, mais elle aimerait concevoir un espace qui produirait le même
même sensation, la même émotion que si on faisait passer une aiguille dans une botte de beurre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de partition, mais il y a vraiment une nouvelle continuité. C'est une forme de flottement, effectivement, dans un espace. L'autre aspect qui me semble absolument important et essentiel, c'est qu'elle élabore ses idées conceptuelles à partir du programme. Saadi prend, en tout cas, dans le projet que je vais vous montrer, aussi dans celui que je ne pourrais pas vous montrer, le programme devient vraiment une matière à penser et à conceptualiser l'architecture. Et donc elle va, à partir de cela, produire une architectonique, un événement architectural qui, justement, va porter cette attention programmatique, qui n'est pas uniquement un programme quantitatif, mais au contraire, une idée conceptuelle, je dirais, qualitative. Et de manière générale, ces projets mettent en œuvre, justement, ce qu'elle appelle elle-même des tectoniques, c'est-à-dire des principes dynamiques, j'y reviendrai, qui ensuite se réalisent sous forme de pétrification, de mouvement, de dynamique, des flux transposés traduits à partir d'une interprétation du programme. Donc vous voyez qu'elle part beaucoup de la question des flux, des mouvements, de la dynamique, pour finalement aller vers l'espace et pour générer l'espace, et non pas l'inverse. L'architecte, effectivement, pense d'abord le statique, et ensuite pense à la manière dont on va circuler. Elle, finalement, elle fait de la question du mouvement, de la dynamique et du flux une question conceptuelle qui ensuite permettra de produire, en tout cas à mon sens, des bâtiments singuliers. Donc je vais m'arrêter pour les 7 minutes qui me restent sur la caserne des pompiers qui a, donc, comme je vous le disais, c'est un projet qui a été réalisé qu'elle a travaillé entre 91 et 93. C'est quasiment un de ses premiers projets réalisés parce qu'elle avait gagné beaucoup de concours, mais jamais ils ont pu être réalisés parce qu'on a considéré que c'était une architecte de papier. Finalement, elle faisait que des beaux dessins. Et c'est réellement, je crois, après cette caserne des pompiers de Vitra qu'elle a eu véritablement son ascension, en tout cas constructive. Et pour finir, elle fait partie effectivement des grands architectes actuels. Donc, comme je disais, le client, je pense que vous ne voyez pas grand-chose, mais le client, c'est effectivement Vitra International. C'est une surface à peu près de 850 mètres carrés. Alors, peut-être un petit tour du propriétaire, enfin, pour ceux qui l'ont déjà vu. Alors, l'édifice est constitué d'une série de plans, de pans de béton, de pans de verre, qui se plient pour former des volumes, qui s'enchevêtrent, qui ploient même sous l'effet du porte-à-faux. Très souvent, quand vous voyez le porte-à-faux là, de l'auvent du truc, il pique très fortement du nez. Donc pour instaurer effectivement et introduire une instabilité, pour introduire un mouvement, une dynamique qui est celle de l'action, j'y reviendrai. Quel que soit l'angle où on est, quel que soit l'angle qu'on regarde, on est vraiment pris dans une contradiction. On est constamment dans une stabilité. Je dirais, la figure de cette salle, bien sûr, fait état de cette coloration, de cette multiplicité. Donc, le constructivisme, bien sûr, a eu cette importance-là. Alors, le constructivisme donc, des années 20, faut-il peut-être le rappeler, avait pour principe et comme finalité de libérer l'art de la massivité. Effectivement, les constructivistes considéraient que le bâtiment avait une entrave, et c'était le mur. L'idée de la bâtisse, des murs massifs, des cathédrales, ou des châteaux forts, ou de l'académisme, bridait finalement la société. Il fallait réellement se libérer pour plutôt aller vers une construction qui soit beaucoup plus structurelle. Et où non plus la masse était importante et décisive, mais où justement c'était la structure qui était moteur et dirigeait la création. Alors il y a deux notions purement constructivistes qui apparaissaient, que Zahdid semblait emprunter dans sa démarche de conception. D'une part c'est la tectonique, c'est le principe dynamique de l'œuvre, c'est le projet de sa construction, et la facture, c'est vraiment la condition du matériel. Elle désigne vraiment la manière dont une œuvre est faite, dont la matérialité relève justement l'œuvre. Alors, si pour les constructivistes, la construction, la manière de faire devient vraiment l'expression même de l'œuvre,
pour les déconstructivistes, c'est la construction déconstruite. C'est la manière de faire par le défaire qui devient vraiment l'expression même de l'œuvre et qui est moteur et source d'imagination. Donc pour Zahadi et les déconstructivistes, vous avez bien compris, c'est la structure dérangée, la structure intranquille, si vous voulez, pour faire un peu le lien avec l'exposé, qui devient vraiment le principe générateur et ce qui colle parfaitement bien, vous l'avez compris, par rapport à ce programme de Caserne de Pompiers. Donc l'idée de forme contrariée, de perfection dérangée, donc elle a pour ambition vraiment d'échapper à la tentation de la normalisation, qu'elle soit constructive, fonctionnelle, esthétique ou ornementale. Ce qui est structure, ce qui est fermeture, ce qui serait de l'ornement. Il y a une forme de continuité, de continuum dans toute cette approche-là. Donc il fallait vraiment aborder cette architecture à travers une nouvelle pensée, en résonance avec l'instabilité, la complexité du monde contemporain. Et ce que nous propose Zahadi pour exprimer cette complexité, cette instabilité, elle met en œuvre ce que moi j'appellerais les 3 C. Le premier C, c'est la complexité, le chaos et la continuité. À ce titre, en tant qu'usager, on est vraiment dérangé, on est vraiment inquiété et peu tranquille, effectivement, dans cet espace, et c'est finalement ce que souhaitait, effectivement, Zahadi, de permettre une espèce de continuité, mais en même temps, une espèce de multiplicité dans un tout complexe qui fait quand même unité. Alors, comment s'instaure cette tectonique? D'une part, c'est par une configuration en plan, comme vous le voyez sur cette image, en plan coupé en élévation, qui exprime, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, si vous voyez vraiment un jeu de plis, des encastrements, des enchâssements. Et je dois avouer que je suis ravi de vous avoir en face, et surtout avec cette belle énergie. Donc vraiment, j'en suis ravi. Bien sûr, je voulais remercier le président de l'université, le directeur de l'école, le directeur du festival et toute l'équipe, effectivement, qui nous ont admirablement accueillis. Alors, comme vous le voyez, je vous présente une conférence communication qui s'appelle Architecture et design de l'intranquillité. Je me disais que c'était sans doute un terme qui était plutôt bien choisi